Vous souvenez-vous de cette odeur qui envahissait toute la maison dès 5 heures de l'après-midi? Cette vapeur chaude qui s'échappait de la cuisine, ce parfum de poireaux et de carottes qui annonçait que le repas allait bientôt être prêt. Nous allons redécouvrir ensemble 15 vieilles habitudes françaises qui permettaient de bien manger sans se ruiner. Ces gestes oubliés, ces recettes transmises à voix basse, ces réflexes de cuisine populaire qui nourrissaient les familles ouvrières, paysannes et bourgeoises avec une générosité que le monde moderne a complètement perdue. Faire la soupe du soir avec presque tout. Il était une heure précise dans la maison française d'avant, une heure sacrée qui n'avait pas de nom mais que tout le monde reconnaissait au bruit. Le moulin à légumes posé sur le bord de la casserole, le grincement régulier de la manivelle et cette purée épaisse qui tombait doucement dans le bouillon chaud. La soupe du soir n'était pas une recette, c'était une philosophie entière. On y mettait tout ce qui restait dans le bas du réfrigérateur, les carottes un peu molles, le bout de chou, les fans de navets, les épluchures récupérées depuis le matin. Rien n'allait à la poubelle, absolument rien, parce que on ne jette pas n'était pas un conseil, c'était une règle de vie gravée dans chaque foyer. La cocotte minute SEB sifflait sur le feu, la vapeur montait jusqu'aux vitres de la cuisine en hiver et les enfants savaient que le dîner était pour bientôt. Avec un morceau de pain posé à côté du bol, la soupe était un repas complet, nourrissant, chaud et digne. Récupérer le bouillon du pot-au-feu et des légumes. Mais la soupe du soir n'était que la surface de quelque chose de bien plus profond, parce que derrière elle se cachait un trésor liquide que les cuisinières françaises ne laissaient jamais perdre. Le pot-au-feu du dimanche produisait un bouillon d'une richesse incomparable, ambré, parfumé, chargé de tout ce que les os et les légumes avaient donné pendant des heures de cuisson lente. Ce bouillon-là ne se jetait jamais, il se gardait dans un bocal au frais et il servait toute la semaine. Le lundi, il devenait la base d'une soupe. Le mardi, il servait à cuire les pâtes ou le riz qui prenait une saveur que l'eau simple ne peut pas donner. Le mercredi, il mouillait un gratin ou une sauce. Une seule cuisson produisait 4 ou 5 repas différents et personne ne s'en vantait parce que c'était simplement la façon normale de faire. Ce principe-là, ce refus d'ignorer ce qui reste dans la casserole, était à la base de toute la cuisine populaire française. Et c'est précisément là que la prochaine habitude prend tout son sens. Ne jamais jeter le pain rassis, le pain ça se respecte. Cette phrase-là, on ne la discutait pas dans les familles françaises des années 60 et 70. Elle se disait, elle s'appliquait et elle ne souffrait aucune exception. Le pain de la veille devenait le pain perdu du matin, trempé dans du lait chaud et de l'œuf battu, doré à la poêle avec un peu de beurre, saupoudré de sucre pour les enfants qui partaient à l'école le ventre plein. Le pain rassis de 2 jours devenait la soupe au pain, versée directement dans le bouillon chaud jusqu'à absorber tout le liquide et créer une texture épaisse qui tenait au corps toute la journée. Le pain durci depuis 3 jours se râpait pour paner les escalopes ou gratiner les plats au four, rien ne se perdait, jamais. Dans les familles ouvrières comme dans les fermes, le pain représentait une dépense quotidienne réelle et le gaspiller était une faute grave, presque morale. Cuisiner les œufs comme vrai repas. Il y avait dans les cuisines françaises d'autrefois un aliment humble et extraordinaire que personne ne sous-estimait et que tout le monde utilisait avec une créativité remarquable. L'œuf était un repas, pas un accompagnement, pas un ingrédient secondaire, un repas à part entière. L'omelette aux herbes du jardin, l'omelette aux pommes de terre cuites la veille, l'omelette au reste de légumes, chacune de ces préparations nourrissait une famille entière pour quelques centimes. Les œufs cocottes dans un peu de crème, les œufs sur le plat avec un fond de beurre noisette, les œufs pochés sur des épinards récupérés de la veille. La cuisine populaire française avait élevé l'œuf au rang d'un art complet. Une douzaine d'œufs coûtaient presque rien et produisaient une semaine de dîners différents, chacun satisfaisant, chacun chaud, chacun préparé avec soin. Étendre la viande avec pommes de terre, pâtes ou légumes. La viande n'était pas absente de la table française, mais elle n'était pas non plus la reine absolue du repas comme elle l'est devenue aujourd'hui. Un morceau de bœuf modeste devenait le hachis parmentier du lendemain, haché fin, mélangé à un oignon revenu dans un peu de saindoux recouvert d'une épaisse couche de purée de pommes de terre et doré au four jusqu'à former une croûte dorée et croustillante. Un seul morceau de viande nourrissait 2 fois plus de personnes qu'on ne l'aurait imaginé. Les pommes de terre, les pâtes, le riz,
les légumes racines. Tous ces féculents et ces légumes bon marché jouaient le rôle d'amplificateur. Ils transformaient une petite quantité de protéines en un plat généreux et rassasiant. Il faut que ça tienne au corps était la règle absolue et les cuisinières françaises la respectaient avec une ingéniosité que les livres de recettes modernes n'ont jamais vraiment retranscrite. Acheter au marché à la fin pour payer moins. Le samedi matin avait un rituel précis dans les familles françaises, un rituel qui obéissait à une logique économique parfaitement maîtrisée et transmise de mère en fille. On n'allait pas au marché à l'ouverture. On y allait à la fin, entre 11h et midi, quand les marchands commençaient à ranger leurs étals et préféraient vendre à prix réduit plutôt que de remporter les invendus. Une livre de tomates un peu trop mûres, 1 kilo de pommes abîmées, un bouquet de poireaux dont les feuilles extérieures étaient jaunies, tout cela se négociait avec un sourire et partait à moitié prix. Le cabas en osier revenait plein, le porte-monnaie restait presque intact et la semaine entière était organisée autour de ces achats de fin de marché. Ce n'était pas de la débrouillardise, c'était de la sagesse économique parfaitement assumée et le marchand le savait et la ménagère le savait et tout le monde y trouvait son compte, manger strictement de saison. Derrière cette habitude du marché de fin de matinée se cachait un principe bien plus profond, un principe qui structurait toute l'alimentation française populaire et qui nous a totalement échappé depuis. On mangeait ce que la saison produisait, point. En janvier, c'était le chou, les carottes, les navets, les poireaux et les pommes de terre. En juillet, c'était les tomates, les courgettes, les haricots verts et les abricots. Personne ne réclamait des fraises en décembre, ni des endives en août, non pas par vertu écologique, mais parce que ce n'était tout simplement pas disponible ou tellement cher que c'était hors de question. Cette contrainte apparente était en réalité une économie considérable. Les légumes de saison étaient abondants, locaux, frais et bon marché. La cuisinière construisait ses menus autour d'eux et non pas l'inverse. C'est cette logique-là qui rendait la table française à la fois économique et savoureuse. Et son abandon progressif dans les années 80 a coûté bien plus cher que quiconque ne l'a mesuré. Transformer les restes en plats du lendemain. Le dimanche était le grand jour de la viande rôtie, du poulet doré au four, du rôti de veau avec ses pommes de terre confites dans la graisse. Mais ce repas du dimanche n'était pas un repas unique, c'était le premier acte d'une série. Le lundi, les restes du poulet devenaient une fricassée avec un peu d'oignon et de persil. Le mardi, la carcasse finissait dans la marmite pour faire un bouillon. Le mercredi, les pommes de terre rescapées se mélangeaient aux œufs pour former une omelette. On fera avec les restes n'était pas une résignation, c'était un art. Les mères de famille françaises des années 60 et 70 avaient une capacité extraordinaire à regarder ce qui restait dans la cuisinière et à y voir instantanément le repas du lendemain. Cette vision-là s'est perdue avec l'arrivée des plats préparés et du congélateur rempli à l'avance. Et avec elle, une liberté culinaire que personne n'a vraiment remplacée. Faire des gratins, quiches et tartes salées économiques. La pâte brisée maison coûtait presque rien, un peu de farine, un morceau de beurre, de l'eau froide et 5 minutes de travail. Sur cette base simple, on construisait des repas complets qui nourrissaient toute une famille. La quiche recevait les restes de légumes de la semaine, quelques lardons achetés en petite quantité pour parfumer, des œufs et un peu de crème légère. Le gratin accueillait tout ce qui pouvait être recouvert de béchamel et mis au four, les pâtes trop cuites de la veille, le reste de ratatouille, les tranches de pommes de terre cuites le matin. La tarte salée absorbait les fromages trop secs, les poireaux du jardin, les anchois achetés en boîte pour quelques francs. Ces préparations-là avaient un avantage décisif que la cuisine moderne a oublié. Elles transformaient les restes en quelque chose qui semblait élaboré, généreux, soigné. On ne sentait pas la pauvreté dans un gratin doré sorti du four. On sentait la cuisine, utiliser les légumes secs comme base nourrissante. Et il y avait dans les cuisines françaises d'autrefois un tiroir ou une étagère de cellier qui contenait des sachets et des bocaux qu'on n'ouvre plus guère aujourd'hui. Les lentilles vertes du puits, les haricots blancs pour le cassoulet du pauvre, les pois cassés pour la purée épaisse d'hiver, la semoule pour les jours de disette. Ces légumes secs étaient dans la colonne vertébrale de la cuisine populaire française. Ils coûtaient presque rien, ils se conservaient à des mois sans aucun problème. Il nourrissait profondément et il se préparait en une infinité de façons.
1 kilo de lentilles servait à faire 3 soupes différentes, une salade froide pour le lendemain et un accompagnement pour des saucisses fumées achetées en petite quantité. La semoule au lait sucré constituait un dessert complet, chaud et nourrissant pour les enfants du soir. Ces ingrédients-là n'avaient pas de date de péremption dans la tête des cuisinières, ils étaient là, disponibles, prêts à servir à n'importe quel moment de la semaine. Préparer des conserves, bocaux et confitures maison. La fin de l'été avait une odeur particulière dans les maisons françaises, un parfum sucré et légèrement caramélisé qui venait de la cuisine et qui envahissait jusqu'au couloir. C'était l'odeur de la confiture qui bouillait dans la bassine en cuivre, des tomates qu'on stérilisait dans les bocaux, le parfait aligné sur la table en formica, des haricots verts qu'on entassait soigneusement avant de fermer les couvercles. Toute cette production maison représentait un travail considérable de 2 ou 3 journées en août, mais elle garantissait des mois de provisions à un coût infime. Les bocaux descendaient à la cave ou au cellier, alignés proprement sur les étagères en bois brut, étiquetés à la main avec le contenu et l'année. En janvier, quand les légumes frais étaient rares et chers, ces conserves devenaient un trésor. La ménagère n'achetait pas, elle puisait dans ses réserves, et cette autonomie-là avait une valeur que l'argent ne mesure pas vraiment. Garder un potager, même petit, derrière la maison ou dans un coin du jardin de la HLM ou sur le balcon de l'appartement, il y avait presque toujours quelques rangs de légumes qui poussaient sans que personne ne s'en vante. Les salades, les radis, les haricots verts, les tomates accrochées à leur tuteur en bambou, le persil et la ciboulette en bordure de carré. Ce potager modeste produisait pendant 5 ou 6 mois de l'année des légumes frais qui ne coûtaient rien d'autre que le temps passé à les semer et à les arroser. Dans les villages et les petites villes, le potager était une évidence absolue. En banlieue, il résistait. En appartement, il se réduisait à quelques pots sur le rebord de la fenêtre, mais il ne disparaissait pas. Prendre un petit déjeuner simple, café au lait et tartines. Le matin dans la cuisine française avait une simplicité que nos petits déjeuners modernes ont totalement perdue, au profit de céréales industrielles hors de prix et de jus d'orange en briques plastiques, le bol de café au lait ou de chicorée pour les enfants, les tartines beurrées avec de la confiture maison, voilà ce qui lançait la journée de millions de familles françaises pendant des décennies. La baguette achetée la veille et légèrement rassie se tartinait mieux que le pain frais, le beurre fondait différemment sur le pain chaud posé près du radiateur. Ce petit déjeuner coûtait presque rien, nourrissait suffisamment et ne demandait aucune préparation compliquée. La chicorée en berlingot remplaçait le café dans les foyers les plus modestes, sans que personne ne s'en sente diminué, parce que le rituel du bol chaud le matin était le même pour tout le monde, et c'est le rituel qui comptait. Manger chaud à midi, léger le soir. Il y avait un rythme dans la journée alimentaire française d'autrefois, un rythme qui n'était pas une mode et n'était pas une théorie nutritionnelle, c'était simplement la façon dont les choses se faisaient. Le repas principal était celui de midi, chaud, complet, avec une soupe ou un plat cuisiné, du pain et souvent un morceau de fromage en fin de repas bon marché qui valait tous les desserts du monde. Les enfants rentrèrent de l'école pour déjeuner, les ouvriers avaient à leur pause au café du village où le menu du jour était simple et abondant pour quelques francs. Le soir, on mangeait léger, la soupe, quelques restes, du pain et du fromage, un œuf parfois. Ce rythme-là équilibrait naturellement les journées sans qu'on ait besoin d'une application sur téléphone pour compter les calories et il structurait la vie de famille autour de 2 moments quotidiens où tout le monde se retrouvait à table, respecter les heures de repas et éviter le grignotage. Et derrière toutes ces habitudes, derrière toutes ces recettes et ces gestes de cuisine, il y avait quelque chose de plus fondamental encore, quelque chose que nous avons perdu sans même nous en rendre compte. On ne mangeait pas entre les repas, ce n'était pas une discipline sportive, c'était la norme absolue. L'enfant qui demandait à manger entre le goûter et le dîner s'entendait répondre que le repas serait bientôt prêt. La soupe fait grandir, réglait la question définitivement, les heures des repas étaient fixes, connues de tous, respectées par tous, et elles donnaient au temps quotidien une structure que les familles modernes ont presque entièrement abandonnée. Ce cadre-là n'était pas une contrainte, il était une économie considérable parce qu'on n'achetait pas de snacks, on ne grignotait pas de biscuits industriels, on n'ouvrait pas de paquets entre les repas. On attendait et quand on s'asseyait à table,
On mangeait vraiment, avec appétit, avec présence, avec une attention au repas que la distraction moderne a rendu impossible. Quelle habitude réveille en vous le souvenir le plus précis de ces cuisines d'autrefois? Partagez dans les commentaires l'image qui vous est venue à l'esprit pendant ce voyage, le bocal dans la cave, la cocotte minute sur le feu ou l'odeur de la soupe qui mijote. Likez cette vidéo si ces 15 habitudes vous ont appris quelque chose que vous n'aviez pas mesuré avant aujourd'hui. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble la mémoire de la France populaire, celle qui cuisinait avec peu et nourrissait beaucoup.